C'est avec un grand plaisir et un honneur aussi qu'on a la chance d'avoir cet après-midi, non ce matin, eh bien, la venue de Marco Landi qui va se présenter tout à l'heure. Vous avez vu voilà, la qualité de la personne qui nous rejoint aujourd'hui. Et donc, dans le cadre de Camexia, vous savez, le campus des métiers de qualification, usage de l'intelligence artificielle et digitalisation, on a l'honneur d'avoir Marco Landi grâce au club de l'Eurométropole de Metz, qui l'a invité aujourd'hui. On avait une table ronde il y a quelques temps juste à côté, et aujourd'hui, Marco Landi est venu témoigner devant vous et répondre à vos questions sur l'intelligence artificielle et puis toutes les questions que vous voudrez bien vous poser sur son parcours. Avant de laisser la parole à Patrice Bourset, le président de l'Eurométropole, eh bien Marco Landi aura la gentillesse de vous présenter un petit peu son parcours qui est vraiment remarquable, et puis aussi de parler d'intelligence artificielle. On attend beaucoup de questions de votre part pour avoir un vrai échange et pas une conférence à sens unique. Voilà, je vais laisser juste la parole à Patrice Bourset pour un petit mot. Allô. Merci Denis. Alors effectivement, je tiens à remercier Denis, l'ENSAM évidemment, de nous accueillir pour cette rencontre, ce dialogue qui va s'instaurer, j'en suis sûr, puisque nous avons déjà l'expérience du petit déjeuner que nous venons d'avoir. Je vous assure que Marco Landi est passionnant. Donc pas de problème, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez, on est là pour ça. Alors évidemment, toute cette journée matinée là est à l'initiative du club Eurométropole. En fait, ce qu'on voulait pour la visite de Marco, c'est lui présenter un peu le technopôle, mais finalement on a renoncé parce que c'est assez long finalement. Mais nous avons un très beau technopôle à Metz, qui d'ailleurs il y a quelques années, pour les 30 ans du club, nous avions fait le village des technopoles et nous avions invité un certain nombre de technopoles, dont Sophia Antipolis. Et à l'époque, les représentants nous avaient dit, mais vous savez que vous avez un très beau technopôle. Alors, effectivement, architecturalement, il a été construit dans des années où on ne comptait pas tellement les mètres carrés, donc c'est très expansif, il y a de magnifiques architectures, vous avez peut-être pu le constater. Très arboré. Voilà, et encore très arboré, effectivement. Donc on est très fiers de ce campus, qui a une originalité d'ailleurs, c'est qu'il a un centre de profit basé sur l'exploitation de la recherche. C'est le modèle américain de Georgia Tech, ex-Lorraine, qui est maintenant Georgia Tech Europe, qui a donc son institut, l'Institut Lafayette, qui est vraiment, à mon avis, la singularité du technopôle par rapport aux grandes écoles qui sont là, bien sûr. On a Supélec Central, on a l'ENSAM, on a l'ENIM, on a les grandes écoles d'ingénieurs. Donc voilà, très rapidement brosser ce technopôle qu'on n'a pas le temps de visiter, mais bon, on s'est arrêté, si j'ose dire, dans un lieu prestigieux de ce technopôle, qui est donc l'amphi, que j'adore cet amphi, l'amphi de l'ENSAM, qui nous accueille assez souvent d'ailleurs. Voilà, donc je remercie encore l'ENSAM et je vous souhaite une excellente discussion autour de l'intelligence artificielle. Merci Patrice. Marco, je vais vous laisser le micro. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci. Merci pour l'invitation. Bonjour les jeunes. Plaisir d'être là, parce qu'on va parler des choses qui seront votre futur. Nous, on a déjà fait tout ce qu'on pouvait avec l'intelligence artificielle. C'est vous, maintenant, qui avez la possibilité d'utiliser ces nouvelles technologies pour plasmer votre futur comme vous le voulez. Quand je parle, tout le monde me demande de mon expérience avec Steve Jobs. Est-ce que vous avez entendu parler de Steve Jobs? Est-ce que vous le connaissez bien, à moins dans son parcours? Alors, j'ai écrit plusieurs livres, aussi sur l'intelligence artificielle, et j'ai fait un qui s'appelle Connexion, qui reprend un peu les fameux discours de Steve Jobs à Stanford, quand il a dit « Connecting the dots ». Et je voudrais donner comme cadeau ce livre
aux premières, ou à la première, quand même, si je ne vois pas beaucoup de femmes, de filles dedans, à qui est capable de répondre à une question. Quelle est la question? Vous savez que Steve Jobs, tout le monde dit, c'est lui le créateur de Apple Computer. Aujourd'hui, on n'utilise plus computer, on dit seulement Apple. En mon temps, ça s'appelait Apple Computer. Mais lui, il n'était pas seul. Il y avait un autre grand personnage qu'il a oublié. Comment s'appelait ce personnage? Ben, c'est lui qui l'a... Pardon? Bravo, voilà, Steve Wozniak. Parce que vous voyez, dans la vie, il faut toujours essayer d'être le premier. Le deuxième, il est toujours un peu mis à l'écart. Mais qui a vraiment fait la première carte pour l'ordinateur? C'est pas Steve Jobs. C'est Steve, un autre Steve, mais peut-être qu'il faut s'appeler Steve pour avoir du succès. J'ai vu que vous avez dans votre derrière les noms, mais pas tous, mais plusieurs. C'est une intéressante chose que je n'avais jamais vue dans une école, quelque chose de quelqu'un, on le met ici en face, mais quelqu'un m'a dit que ça, c'est une traduction de l'école à un métier. C'est bien. Mais vous devrez les mettre, si je peux me permettre, d'une façon qu'on peut les lire bien, parce que bon, Marco Landi. Qui est Marco Landi? Marco Landi, c'est un jeune de la Toscana, Italia. Le livre s'appelle, que j'ai donné, de la Toscana à Cupertino. Voilà, lui il a gagné. Et a eu la chance d'avoir une maman qui l'a poussé beaucoup à étudier. Et j'ai vraiment beaucoup étudié dans toute ma jeunesse. Je lisais des livres, je lisais des différents articles. Et après, ma maman m'a dit, mais maintenant, il faut que tu vas à l'université. Dans mon village, Chianciano, c'est un village étrusque, personne n'était allé à l'université. Moi, j'étais le premier à aller à l'université. Écoutez, cher, personne n'avait les moyens de se permettre ça. Mais ma maman, elle me dit, tu dois aller à l'université, mais tu dois travailler. Parce que nous, on n'a pas les moyens d'aider. Et je me suis mis à travailler. J'ai vendu des chaussures. Et c'était un métier qui m'a appris des choses incroyables. J'ai commencé aussi à faire dans un endroit où il y avait une aciérie. J'ai amené sur mon épaule des grandes casses de matériaux qu'on a envoyés à Turin, à la Fiat, à Bologne. Et tout ça, c'était une expérience particulière qui te forme. Et à l'université, la chance, il me donne la possibilité de rencontrer un professeur qui, au moment de la thèse, au 5e année d'ingénierie, il me dit, Marco, il me semble que tu es un jeune très curieux, très motivé, passionné. Je vais te faire une thèse sur une thématique très innovative. Bien, pourquoi pas? Et il me dit, tu dois la faire sur le digital, sur le numérique. Et j'ai dit, professeur, qu'est-ce qu'il est le digital? 1969. Aujourd'hui, le digital est partout. Moi, je n'avais jamais entendu parler digital. Il me fait faire cette thèse et c'est à chercher beaucoup d'informations parce qu'il n'existait pas beaucoup, tout en anglais. Et là, il me force à parler anglais.
faire comprendre mieux l'anglais. J'ai fait la thèse. Et comme j'ai fini ma thèse, et tout de suite, il arrive une entreprise italienne de télécommunications qui me dit, voilà, on va t'offrir un travail parce qu'on est en train de développer la première centrale téléphonique digitale. 1970. La chance. Il y a, à un certain moment, des vendeurs de Texas Instruments. Vous avez des calculettes de Texas Instruments, peut-être? Oui, je vois que vous l'avez. Qui vient à chercher de me vendre les composants. Moi, j'avais fait la thèse sur ces composants, sur le digital. Et je lui pose des questions. Qu'est-ce qu'il est les fanny? Qu'est-ce qu'il est les fan-out? Et lui restait, waouh, de quoi parlez-vous? J'ai dit, ce sont vos composants. C'est vous qui les vendez, vous devez les connaître. Il vivait encore le monde analogique. Il vendait des choses qu'il ne comprenait pas. Alors il me dit, est-ce que vous voulez venir à vendre Texas Instruments, ces composants? Initialement, je l'ai pris comme une insulte. Parce que je dis, vendre, moi, ingénieur, je suis en train de bâtir la première centrale téléphonique ou digitale au monde. Il revient des jours après avec son patron. Il me dit, on est intéressé à vous, combien vous gagnez? X. Et si on vous le double? Et si on vous donne aussi une prix sur les ventes? Et si on vous donne aussi la voiture des fonctions? Waouh! Mais, comme j'étais déjà marié, je me suis marié déjà, mais j'ai encore la même femme, 55 ans de mariage. Une expérience formidable. Mais elle habitait Bologne et j'ai travaillé à Milano. Et tous les dimanches soirs, je devais partir en quittant elle et mon fils pour être à 8 heures pour timbrer les dans la petite machine. Aujourd'hui, on fait plus. À ce moment-là, on devait être là à 8 heures pour montrer qu'on arrivait à 8 heures. Et la seule chose que je lui demande, j'avais oublié les salaires et tout, est-ce que le matin, je dois venir et être là à 8 heures? Il me dit, non, vous allez à 9h, 9h30, à faire une première visite chez un client, vous lui parlez des produits, vous revenez au bureau, vous amenez les clients à déjeuner, vous lui parlez, vous faites de l'activité promotionnelle, vous faites un petit rapport, et après vous faites dans l'après-midi une autre. Alors je lui dis, je viens. J'ai commencé mon expérience 24 ans chez Texas Instruments. Des petits ingénieurs, merci à cette thèse que j'avais faite, je deviens patron de l'Italie, patron de toute l'Europe. Un jour, il me dit, maintenant on a besoin de toi en Asie. C'était le moment où toutes les grandes entreprises faisaient bouger l'activité de production en Asie. Il me dit, il faut que tu deviennes patron de l'Asie, basé à Hong Kong. Je en parle à mon père, et il me dit, Marco, mais qu'est-ce que tu as fait de mal qu'il t'envoie au Japon? Le pauvre homme, il ne savait même pas qu'il était Hong Kong. Mais pour vous dire qu'on vivait quand même un monde où encore toute cette communication qu'on a aujourd'hui n'avait pas. Ma femme me supporte, il me dit, oui, on y va, et on commence une aventure formidable, investissement ici, là, 17 000 personnes. Et un jour, je reçois un coup de fil de l'un de ces chasseurs de tête qui me dit, mais monsieur, vous voulez continuer à vendre du cirque de la sable ou vous venez changer le monde? Changer le monde. Si quelqu'un vous dit ça, à quelle compagnie vous pensez? Il me demande de devenir le président de Apple Europe. C'est un moment dur pour Apple. Il perdait 300 millions, 1991. En 12 mois, je l'amène à 100 millions de profit. Une chose formidable. Tous les journaux ont commencé à parler.
Et surtout, Business Week a fait un article formidable, Marco Landi's The Recipe to Change Apple. Les conseils d'administration me demandent de devenir le numéro 2 et je deviens le président de Apple Computer à Cupertino. Mais la situation, à ce moment-là, ce n'était pas la situation d'aujourd'hui. Imaginez-vous, on avait 2000 ingénieurs. Mais depuis plus de 3 ans, on n'était pas capable de faire sortir un nouveau operating system. Au contraire, notre concurrent Microsoft, tous les années, on arrive à l'honte de devoir sortir de nous, aller chercher un operating system dans les machines. Notre groupe technique, il nous donne 3 entreprises avec lesquelles on devait commencer nos discussions. On commençait la première, ça s'appelait BE en français. C'était fait par une ancienne CTO de Apple Computer, français, Jean-Louis Gasset. On a en face un operating system bien fait, surtout parce qu'il connaissait bien Apple, il l'avait fait une fois qu'il était sorti d'Apple. Mais il était devenu greedy, vous comprenez le mot en anglais, greedy. Nous, on a un grand poète italien qui s'appelle Dante, qui met les personnes greedy dans les profondités de l'enfer. Et lui, je pense qu'encore aujourd'hui, il est là, qui se mange les doigts. On lui offre 200 millions, 1995. Une compagnie voulait valoir 60 millions. Il avait 300 ans. Et il ne bouge pas de là. Et alors, on lui dit, au diable. Et on va au deuxième. Et qui était le deuxième? C'était Next. La compagnie que Steve Jobs avait créée une fois qu'il était viré 1985 de Apple Computer. Vous voyez, 95. 10 ans après, on le rencontre, mais son Next, c'était pas vraiment ce que lui attendait. Quand il parlait Next, vous imaginez qu'est-ce qu'il voulait dire? Maintenant, je vais vous faire voir qu'est-ce qu'il va faire. Je vais me battre contre Apple. Il avait fermé tout, il avait perdu beaucoup d'argent, mais le destin, il veut que ce n'est pas les premières qui rentrent chez Apple et Steve Jobs, qui rentrent par hasard. Et là, il a montré de quoi il était capable. Il a vraiment changé le monde. Et moi, j'ai eu la chance d'être dans les 3 qui l'ont embauché et l'ont fait venir comme assistant au CEO. Et dès là, vous avez vu toute l'histoire qu'il a commencé. Un homme qui a eu le courage de comprendre qu'avec l'ordinateur, il ne pouvait pas avancer contre Microsoft et qu'il a créé l'iPod. Je pense que vous ne l'avez plus, même pas l'iPod, après l'iPhone, après l'iPad, et encore aujourd'hui, Apple continue à être la plus grande entreprise au monde sur ce qu'il était la vision de Steve Jobs jusqu'au moment qu'il est mort. Un homme formidable, un génie, qui malheureusement il a dû partir à cause d'une maladie trop tôt. Et après ça, je suis rentré en Europe et je me suis commencé à intéresser de l'intelligence artificielle. Mais avant que je parle d'intelligence artificielle, je voudrais voir quelques questions. Qu'est-ce que votre intérêt sur un parcours comme celui-là desquels je vous ai parlé? Et peut-être que je pourrais choisir les jeunes hommes qui est au téléphone et qui a gagné les livres. Il s'est réveillé. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu es intéressé à continuer cette présentation sur le parcours de Marco? Oui. Je l'écoute, hein, je l'écoute. Ouais.
Non, c'est à toi qui dois me poser des questions. Tu as été le seul capable de comprendre qui était Steve Wozniak. Oui, je connais. Mais si, j'ai une question. Quand vous êtes à la tête d'Apple-Monde, globalement à peu près en haut, à quelle échelle vous voyez les choses en fait? C'est-à-dire à quel niveau de vente vous voyez? Est-ce que vous voyez des millions passés comme ça? Est-ce que vous voyez des magasins qui vendent X produits? Ou est-ce que vous voyez que le monde... Bon, à ce moment-là, on n'avait pas les Apple Shop. Il n'y avait pas, ça c'est une chose qui a été créée beaucoup plus tard, quand on a commencé à avoir beaucoup plus de produits qui étaient pour les consommateurs finaux. À ce moment-là, on n'avait que l'ordinateur. Et l'ordinateur, on le vendait à travers des distributeurs. Mais on avait un problème énorme, parce que notre destin était dans les mains des distributeurs. Et les distributeurs commençaient à vendre de plus en plus Microsoft, Windows. Et tout ça crée des problèmes chez Apple. Et c'est là la raison après pour laquelle on a dû sortir pratiquement de l'ordinateur et commencer ce nouveau monde que Steve Jobs a commencé, iPhone, iPad. Mademoiselle, à vous maintenant. Oui, la mademoiselle qui est en face de toi. Elle voulait me poser une question. Je vais aller là. Vous avez dit que du coup maintenant vous étiez vachement intéressé par l'intelligence artificielle. Si vous aviez à définir l'intelligence artificielle, vous diriez qu'est-ce que c'est Alors on rentre dans le monde de l'intelligence artificielle. Alors, définir l'intelligence artificielle. Comprenez les mots. Intelligence artificielle. Comment vous pouvez définir quelque chose qui n'existe pas? L'intelligence artificielle n'existe pas. Et là, il faut bien les comprendre. Intelligence. Quand ils ont donné ce nom intelligence en Amérique, les significats étaient complètement différents des significats que nous on donne à intelligence en Europe. Si vous pensez, comme on la prononce en anglais, intelligence. Intelligence, c'est renseignement. C'est pas intelligence comme nous, on l'a défini. Si vous pensez aujourd'hui, quand on parle en Amérique de l'intelligence, ce sont les renseignements militaires, des renseignements sur des différents sujets, mais ce n'est pas lié au cerveau. C'est la récolte de données en grande quantité sur des différents sujets. Je disais avant, quand j'étais le patron de Texas Instruments, et j'aimais beaucoup aller visiter les grands centres de développement et de recherche de Texas Instruments, à Houston, à Dallas. Et à ce moment-là, il faisait beaucoup de recherches, mais il n'appelait pas intelligence artificielle. Il appelait système expert. Qu'est-ce que sont les systèmes experts? C'est ce qu'aujourd'hui, malheureusement, on appelle intelligence artificielle. Je vous donne un petit exemple. Si vous êtes dans la banque et vous devez donner un prêt à une entreprise ou à quelqu'un, qu'est-ce qu'il doit faire le banquier? Il doit préparer toute une série de données sur la fiabilité de l'entreprise ou de la personne avant de décider s'il doit lui donner de l'argent, d'un prêt, ou jusqu'à quel niveau il peut arriver. Et là, tout un questionnaire, il y a des données. Bon, à ce moment-là, TI avait commencé à créer un système expert pour simuler l'activité du banquier pour être sûr que, d'une façon plus vite, plus fiable, il pouvait donner la quantité d'argent comme prêt
à l'entreprise ou à la personne. Vous voyez, ce que je cherche de vous faire comprendre, c'est que si on parle d'intelligence artificielle, malheureusement, on parle de quelque chose qui est difficile, presque impossible à définir. Avant tout, parce que le mot intelligence, c'est déjà difficile à la définir. Et chacun de nous, on pourrait donner une définition complètement différente. Si en plus on la met artificielle, c'est presque impossible à définir. C'est la raison pour laquelle je préfère parler des systèmes experts. D'autres exemples. Si vous allez à vous faire une radiologie, les docteurs, ils vont prendre la radio, la regarder, passer du temps et définir quelle est la problématique du patient. Les systèmes experts, d'une façon beaucoup plus efficace, avec une fiabilité jusqu'à 97%, il définit les problèmes qu'il y a dans cette, il peut identifier dans cette radiographie. Et c'est un système expert de ce secteur-là, relatif à la radiographie. Vous avez Siri, je suppose que vous utilisez Siri. C'est un système expert entre vous et le téléphone. On dit est l'intelligence artificielle. Bon, l'intelligence artificielle, si on se met à la définir, on perdra des journées entières. Et personne a été capable encore de donner une définition claire, suffisante. Alors je vous invite de plus en plus à chercher de comprendre qu'on peut faire avec les technologies deep learning, machine learning, des systèmes experts en utilisant les données, de plus en plus qu'il y aura des données, qu'il y aura besoin de technologies plus avancées comme les quantum computers qui est en train d'arriver, qui donnera la possibilité de manipuler, de maîtriser des grandes quantités de données. Mais pour faire des systèmes experts. Est-ce que je vous ai répondu? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes obligé d'être d'accord. D'autres questions? Il y a ici, il y a là aussi. Déjà, bonjour, c'est un honneur de vous accueillir à l'INSA et d'avoir cette conférence dans cette institution. On a déjà entendu parler, je pense, un peu tout le monde, de cette intelligence artificielle qui a battu nos échecs grâce au machine learning, les plus grands champions et tout. Vous ne pensez pas qu'à terme, l'intelligence artificielle arrive à nous remplacer dans tous les domaines et que l'humain, au final, ne serait plus vraiment utile? C'est un peu une question un peu profonde, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors, là encore, on dit que l'intelligence artificielle a battu, c'est un système expert qui sait jouer Go, qui a battu les joueurs de Go, les champions du monde. Mais là, c'est un système expert parce qu'on lui a fait mettre à disposition des millions et millions de fois qu'on a joué et lui a appris à jouer. C'est l'intelligence artificielle, bon, on dit, mais c'est un système expert de Go créé à travers des technologies comme Deep Learning qui a battu Go. C'est quelque chose de très important pour l'humanité? Non. Mais il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour l'humanité. Aujourd'hui, pour la santé, s'il n'y avait pas les vaccins, avec les Covid, on aurait eu des problèmes énormes. C'est merci à l'intelligence artificielle, à un système expert de l'intelligence artificielle, qu'on a pu mettre à disposition des vaccins les plus vite possible, modernes, l'a réalisé en 12 mois. Et le CEO de Moderna l'a dit clairement, ça c'était merci au système expert que nous on a développé. Et j'espère que de plus en plus d'autres activités seront développées pour ça. Par exemple, nous,
dans les Alpes-Maritimes, on travaille pour créer des systèmes experts pour les personnes âgées qui sont dans les EHPAD. Vous comprenez bien qu'est-ce que sont les EHPAD, et les nouvelles technologies sont en train d'aider beaucoup les personnes qui sont là avec des systèmes experts qui les aident dans leur vie quotidienne. Il y avait ici une autre question. Ah, c'était la même? Oui. J'ai une question, mais qui n'a aucun rapport avec l'intelligence artificielle. Ouais, pose ta question. On n'est pas... Je disais que je vais poser une question qui n'a aucun rapport avec l'intelligence artificielle, mais je présume que vous parlez plusieurs langues. Oui. Ok. Et j'avais une question. Est-ce que vous avez initialement une facilité avec les langues, ou vous avez appris sur le tas, en allant dans différents pays, par exemple le Japon ou les États-Unis? Bon, alors, je suis italienne, alors je parle bien l'italien. En plus, je suis toscane, je suis de Sienne, et là, c'est vraiment la langue officielle. Mais, à l'école, j'ai choisi le français. Déjà, quand j'étais au collège. Mais quand j'étais embauché par Texas Instruments, le français ne servait à rien. Et qu'est-ce qu'il a fait, mon patron? Il m'a envoyé en Angleterre. Et j'ai fait 3 mois en Angleterre pour apprendre l'anglais. C'était facile? Non, c'était pas facile. C'était dur. Mais dans toutes choses, il faut s'appliquer. Ce matin, quelqu'un me posait la question sur les chat GPT. Et je disais, attention, parce que vous ne ferez aucun effort. Et on ne gagne jamais si on ne met pas de l'effort personnel, sacrifice. Si tu penses que tout dans ta vie est fait par ChatGPT, toute l'activité aussi dans l'école est facilitée, c'est pas bien. L'effort pour apprendre la langue, c'est très important. Après, quand ils m'ont envoyé à Hong Kong, j'ai commencé à essayer d'étudier les Chinois. Mais à Hong Kong, ils parlent les cantonais, ils ne parlent pas les mandarins. Mais tous les autres, la plus grande partie des Chinois, ils parlent les mandarins. Alors je me suis dit, bon non, là, je ne vais pas rentrer à ça, surtout j'avais beaucoup de choses intéressantes. Je me suis arrêté à 4, italien, espagnol, anglais et français. Mais avec beaucoup d'efforts personnels. Mes amis, vous ne gagnerez pas dans la vie sans un effort personnel. Mettez ça dans votre pensée, parce que c'est très important l'effort que vous allez mettre dans tout ce que vous allez faire. Oui. Il n'y a que des hommes qui posent des questions. Oui. Du coup, pour revenir sur le sujet de l'intelligence artificielle, même si évidemment, au stade actuel, on n'a pas du tout la capacité de réflexion d'un être humain, on remarque quand même que c'est quelque chose vers lequel certains experts tendent, qu'il y a beaucoup d'algorithmes qui sont faits justement en s'inspirant de réseaux de neurones, de choses comme ça. Est-ce que vous pensez, vous, que c'est l'idéal, enfin que c'est l'objectif vers lequel tendent tous les travaux de recherche en termes d'intelligence artificielle, de justement atteindre la capacité de réflexion d'un être humain, voire plus? Ça, c'est le rêve de l'homme. C'est clair. Mais tu as utilisé les mots algorithme. C'est ça que j'appelle système expert. On cherche l'intelligence artificielle, si on veut commencer à la définir. C'est les tentatives de comprendre notre cerveau, comme il opère, et imiter notre cerveau dans des machines. On le fera de plus en plus. Avant tout, il faudra bien et mieux comprendre comment il agit, notre cerveau. On n'est pas encore en très forte compréhension de comment il réagit, notre cerveau. Tu sais, la découverte
des neurones miroirs, celles qui nous donnent la possibilité de l'empathie. C'est quelque chose qu'il a fait il y a 10 ans. Et si nous, on peut mettre dans les machines de l'empathie, qui ne soit pas quelque chose de très froid, très distancé, il faut mieux comprendre comment il agit les neurones miroirs. Il prendra encore du temps. Alors, avant de les imiter, il faut les comprendre. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites dans les neurosciences, qui avancent. Qu'après, on sera capable de mettre de la conscience dans les algorithmes, dans les systèmes experts qu'on va faire, je n'en doute. Je pense que ça sera une limite qu'on ne va pas à passer. Sera une limite de notre capacité humaine d'arriver à créer des machines ou des systèmes experts avec une conscience. Parce que la conscience, là aussi, allez à définir qu'est-ce qu'il est notre conscience. Mais la conscience est faite pas seulement avec le cerveau, avec tout notre corps, avec toute l'expérience humaine qu'on est en train de vivre, avec les souffrances, avec les joies, et mettre tout ça dans une machine, je pense qu'on n'arrivera jamais. Mais alors, du coup, moi j'ai. Tu t'es réveillé, je suis en forme, là, je suis en pleine forme. Non, mais du coup, moi j'ai une question. Globalement, on a vu, il parlait des échecs tout à l'heure, les échecs, en l'occurrence, c'était de la force brute, mais le jeu de Go, par contre, c'est vraiment un jeu créatif, c'est un jeu, enfin, c'était un jeu très très humain, et en l'occurrence, DeepMind, du coup, a réussi à le casser, enfin, avec AlphaGo. Ensuite, ils ont sorti AlphaGo 0. Bon, AlphaGo 0, il est un petit peu meilleur qu'AlphaGo, il gagne à chaque fois. Et même, je crois que leurs dernières évolutions, il s'est joué à peu près à tous les jeux, on lui donne les règles du jeu, il s'est joué au jeu, y compris les jeux du coup, les plus humains, les plus créatifs, ceux qui justement sont les moins mathématiques. Ensuite, ils ont aussi le pliage des molécules, enfin les protéines, le dépliage des protéines, où ils ont fait une grosse percée là-dedans, qui est un truc qu'on ne peut pas faire, que les êtres humains n'arrivent pas à faire, ils sont juste meilleurs. Est-ce qu'on peut imaginer du coup toutes ces machines expertes et une machine experte qui serait supérieure pour connecter toutes les machines expertes? Et dans ce cas-là, où ça s'arrête pour vous? Si vous pensez qu'on ne peut pas avoir de conscience dans l'intelligence artificielle, pour vous, où est-ce que ça s'arrête et jusqu'où on va, quoi? On peut parler des sciences et on peut parler de science-fiction. Les jeux Go, qui sont un jeu chinois, c'est Go. Le jeu Go, tu connais le jeu Go? C'est un des jeux les plus complexes au monde. Beaucoup plus complexe que les échecs. Très complexe. La machine, il peut battre les champions. Mais la machine, après, il ne sait pas faire d'autre chose. Il peut jouer au Go, mais il ne peut pas aller de notre côté. Tu dis, on pourrait avoir plusieurs machines qu'on met dans une communication totale. Et qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait, différentes machines, chercher d'apprendre à d'autres machines? Non, moi je ne le vois pas. Moi je ne vois pas. Et ça, il faut qu'on le dise parce que beaucoup de gens ont peur de parler ou d'aller vers l'intelligence artificielle parce qu'il dit l'intelligence artificielle va nous surpasser, va nous donner des problématiques énormes. Et moi je ne le vois pas. Moi je vois l'utilisation qu'on va faire de l'intelligence artificielle ou de ces systèmes experts. Ça, il nous fait peur. Non, il va nous faire peur. Mais c'est plus la peur de l'homme, comme il va la utiliser, que de la machine elle-même. Moi, je pense qu'il faut être très pied à terre. On va avoir beaucoup d'innovations, beaucoup de nouvelles applications, mais qu'il soit quelque chose capable
et arriver à nous faire peur comme humanité, au moins que les hommes ils vont l'utiliser d'une certaine façon, là je dirais que ça serait presque impossible. C'est mon opinion. Alors vous aviez parlé de ChatGPT il y a quelques minutes. On a vu qu'il y a eu des taux d'adoption qui sont complètement en flou, y compris dans le milieu étudiant. Est-ce que vous pensez que l'utilisation de ce type d'outils par le grand public va s'installer de manière durable, ou c'est juste un effet de mode? Certainement. Il devient de plus en plus... Comme on utilise aujourd'hui Google pour faire de la recherche, on va utiliser ChatGPT. En fait, Google commence à avoir peur. Parce que ChatGPT va déplacer complètement Google. De plus en plus. Et je disais récemment que Google cherche de donner la réponse, sa réponse. Parce que tout ce qu'il est en recherche, aujourd'hui, la plus grande partie est faite à travers Google. Mais de plus en plus, que ChatGPT sera à disposition, parce que pour le moment, vous avez vu, ils l'ont limité. Moi, j'ai essayé de devenir membre, ils m'ont dit, pas encore, il faut attendre. Parce qu'ils l'ont... Imaginez-vous les problèmes que tout ça va tourner sur la consommation d'énergie. C'est énorme. Bon, nous, on pense que toutes ces choses-là sont là, disponibles, mais ils vont avoir un impact sur notre écosystème énorme. Bon, après, les gens, ils s'en fichent, hein, comme on utilise des voitures qui sont en train de polluer et ne sont pas bien calibrées, ils utiliseront ça. Mais déjà, OpenAI a pris une décision de limiter la quantité de personnes ou des entreprises qui ont accès à ChatGPT. Et ils l'ont fait bien, je pense que c'est très raisonnable. Ce matin, on discutait si on devrait donner l'autorisation d'utiliser ChatGPT dans les écoles. J'aimerais bien votre réponse. Quelle est ta réponse? Tu penses qu'on devrait donner l'autorisation l'autorisation peut-être, ils vont en faire quand même, mais l'étudiant à l'école, comme on utilise aujourd'hui la petite calculette, est-ce qu'il pourrait utiliser ChatGPT? Alors en tout cas, on pourra réfléchir à l'intégrer un peu mieux dans la pédagogie et essayer de s'en servir plus comme un outil officiel dans la pédagogie que plutôt comme un outil clandestin pour tricher par exemple. Et qui pourrait faire ça? Parce que je t'ai posé cette question pour nous sembler les choses. Moi, j'ai créé à Sophie Antipolis la maison de l'intelligence artificielle. L'objectif, c'est de commencer à préparer les nouveaux talents à partir des collèges, pour les faire apprendre, pour les faire comprendre, de façon qu'ils continuent au lycée, à l'université. Mais les blocages que je trouve, ce sont les professeurs. C'est quelque chose que, quand tu dis qu'il faudrait bien les mettre en place, les faire devenir partie du cursus de l'école. Mais qui va le faire? Et je te dis, moi je trouve qu'on se trouve en face d'une barrière. Parce que les pros ils sont les premiers à avoir peur de quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ils ne se sont jamais préparés à ça. Et nous, c'est ce qu'on cherche de faire, de les préparer. Mais il prendra des années et des années pour les bien préparer. Et qu'avant... Mais est-ce que justement, c'est pas quelque chose qu'on a déjà vu avec l'apparition d'Internet au début des années 2000 et l'utilisation d'Internet par les étudiants? Est-ce que c'est pas quelque chose dont on pourrait s'inspirer? Certainement, on peut apprendre. On peut penser à cette historique qu'on a et voir de quelle façon. Mais ce que je te demande est qui?
c'est le ministère de l'éducation centrale, c'est chaque école. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que ça devient un sujet très important à discuter. Parce que si vous allez à utiliser ChatGPT d'une façon continue, comme aujourd'hui, je suis sûr que vous utilisez les réseaux sociaux. Moi, je vois que beaucoup de gens ils n'ont plus une capacité de raisonnement. Ça devient dangereux. Je m'excuse de vous en parler de ça, mais c'est quelque chose de très important, de significatif, sur lequel il faudrait agir. Je vois des personnes de 13, 14 ans qui pensent... J'ai un exemple chez moi, j'ai à la maison quelqu'un qui est de Philippines. Il a un problème traumatique avec son fils, il a 13 ans, il ne veut plus aller à l'école, il passait son temps continuellement avec les réseaux sociaux. J'imagine maintenant s'il arrive à GPT, ChatGPT. Et il est là, quand même dans sa tête, il commence à bouger d'une façon anormale. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes chez vous, ça c'est votre monde. Je voudrais vous questionner. J'aimerais que quelqu'un me dise qu'est-ce que vous en pensez. N'ayez pas peur. Oui, vas-y. Le problème, c'est qu'on ne peut pas être contre le progrès. Non. Et si, par exemple, on arrête d'utiliser les réseaux sociaux, ben on va être un paria dans notre société, on va être rejeté, ou on ne sera pas dans l'actualité, on ne sera pas dans la nouvelle news, dans le nouveau truc qui est sorti hier, la nouvelle vidéo, la nouvelle réaction, je sais pas. Donc il faut tout le temps être constamment connecté, mais aussi prendre en compte que ça peut être dangereux et savoir limiter son accès. Et voilà, donc moi le problème que j'ai avec les réseaux sociaux, c'est que ok, on arrive à se connecter d'un bout du monde à l'autre, ou de parler à ses amis qui sont très loin, très facilement communiquer avec des étrangers, tout ça, mais on n'arrive plus forcément à se communiquer entre nous dans une situation où on est proche, comme par exemple dans un amphi où les gens sont constamment sur leur téléphone, dans une salle de cinéma où ils n'arrivent pas à forcément profiter de l'instant présent. J'ai l'impression qu'on se déconnecte un peu en se connectant. Enfin, c'est un peu paradoxe. Mais c'est exactement ma question. Je suis pour le progrès. Mais le progrès devrait augmenter l'humanité. Moi, je vois qu'aujourd'hui, ces réseaux sociaux ne sont pas là capables d'augmenter l'humanité. Il me semble qu'ils sont là pour fracasser la tête de nos jeunes. Tu connais TikTok. Est-ce que tu sais que la plateforme TikTok en Chine est complètement différente de la plateforme TikTok ici en Europe et en Amérique? Pourquoi ils ont fait ça? Parce que c'est la dictature? Peut-être. Mais je pense que c'est parce qu'ils ont compris que s'ils laissent cette liberté que nous on a, que c'est bien. Je suis pour la liberté. Mais là, devient on abuse de liberté. Et ils ont bâti une plateforme complètement différente. Je suis pour le progrès. Comme toi, comme nous tous. Mais il faut que ce soit un progrès qu'il peut nous augmenter, nous améliorer. Mais si tu as des jeunes, comme celui que je viens de citer, il n'a plus ni même pas la capacité de suivre les courses à l'école. Il passe tout son temps avec ses petits jeux. On lui enlève le téléphone. C'est contre le progrès. Ça, c'est un débat que vous allez trouver chez vous, quand vous allez former vos familles bientôt. Parce que vous aurez des fils et des filles qui vont à vous questionner, et vous devrez vous questionner. Il faudrait que vous ayez déjà dedans vous un positionnement de qu'est-ce que vous pensez de faire. Je ne suis pas contre le progrès.
mais je veux un progrès qui améliore l'homme que la femme. Mais est-ce qu'il y a déjà eu un progrès qui n'a eu que des effets positifs? Il n'y a pas que le progrès, mais pas que positif. Ah ben maintenant, c'est négatif, mais pas progrès. Et voilà, c'est ça que je cherche de dire. Attention, ça c'est évolution. Mais l'évolution peut être positive et négative. Là, je trouve qu'on est en train de s'évoluer, mais pas dans le sens positif du progrès. Le progrès humain devrait être quelque chose qui nous améliore, qui nous donne une meilleure vie. Là, je trouve qu'on n'est pas complètement sur une meilleure vie. Mais je voudrais élargir. Toi, pour exemple, là, avec le maillot bleu, qu'est-ce que tu penses? Oui, oui, tu ne tournes pas, je parle à toi. Tu as une opinion, je suppose. Oui, je rejoins assez bien les paroles de Pierre, qui a parlé précédemment. Oui. Et je suis d'accord, effectivement, on doit quand même limiter pour pas que ça nous atteigne, car même si les réseaux sociaux peuvent nous rapprocher, ils peuvent aussi nous éloigner. Et puis c'est à nous de faire une bonne éducation à nos enfants. Voilà, on doit prendre conscience des défauts des technologies qui nous entourent et on doit les transmettre à nos enfants plus tard. Et tu es contre les progrès? Non, non. Je suis pour, mais comme vous avez dit, il faut qu'il y ait une limite, il faut qu'il y ait une conscience et bien. Ok. Une morale. Excusez-moi, j'ai mis un peu de pression, mais faire qu'une conférence, il ne servait à rien. Si on ne comprend pas ce que vous avez dans la tête, si on ne comprend pas aussi ce que sont vos sentiments. C'est la raison pour laquelle j'ai essayé d'avoir aussi, parce que moi je cherche d'apprendre aussi. Moi j'ai mes idées, c'est pas dit qu'ils sont les meilleurs, mais quand je vais dans ces écoles, et je vais dans beaucoup d'écoles, ce que je cherche de faire, c'est d'amener avec moi quelque chose. Ce que je ressens de plus en plus, c'est que dans les écoles, ces thématiques ne sont pas encore débattues. Il faudrait les débattre, il faudrait que vous ne preniez conscience, parce que ça serait un des sujets fondamentaux dans votre vie. Bon, les temps passent, oui. Bonjour, je ne suis pas étudiant, mais j'aurais une question parce que... Ah, vous êtes toujours étudiant. Je suis pas loin de ça, en effet. Mais premièrement, merci. Je pense que ces genres de choses sont vraiment passionnants pour les jeunes. J'ai l'impression qu'il y a une question qu'ils n'ont pas posée, et moi qui m'interpelle. On a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle et la morale ou la société, le comportement des jeunes. Mais il y a une question. Donc moi je suis convaincu, je pense comme vous, que les sciences et technologies changent le monde depuis très longtemps, depuis même avant le digital. Mais il y a quand même un sentiment là qui est très très moderne et très présent, comme quoi les sciences et technologies en fait elles détruisent aussi en partie le monde et nos richesses. Et donc je voulais savoir quel est votre sentiment sur est-ce que l'intelligence artificielle est compatible avec les enjeux climatiques, et si oui, qu'est-ce qu'il faudrait faire évoluer les technologies? Par exemple, est-ce que le semi-conducteur doit changer, donc, qui était à Texas avant? Est-ce que la consommation énergétique doit évoluer? Est-ce que c'est nous qui devons consommer moins, ou au contraire laisser la société consommer plus et changer la technologie? Voilà, c'est une question, j'ai l'impression que personne n'a besoin de parler environnement ou énergie. Moi j'essaie de parler de ça. Vous allez... Je voudrais... je vais finir avec ça. Tu me donnes l'opportunité de parler de l'Institut européen. Moi, j'ai créé l'Institut européen avec l'objectif de faire monter les débats sur l'IA au niveau européen. Europe-IA. Vous savez que l'intelligence artificielle, ces systèmes experts, vous les connaissez bien, deviendront de plus en plus importants. Notre économie, l'économie dans laquelle vous serez, que vous êtes ingénieur, que vous êtes avocat, que vous êtes docteur,
sera dominé par l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, ce qu'il s'avère, c'est que la grande quantité d'investissement qui est fait en Chine et en Amérique, et le peu d'intérêt qu'on a en Europe, il va faire que qui dominera ce monde de l'intelligence artificielle sera la Chine et les États-Unis, pas l'Europe. Et ça, c'est mal pour vous, parce que vous ne serez pas acteurs. Nous, on est en train de devenir une colonie. Et ça, c'est quelque chose contre laquelle vous devrez vous révolter. Mais aussi, quand on parle d'intelligence artificielle, les mots que nous, on a mis dans l'Institut européen, c'est comprendre pour agir. Parce que si on ne comprendait pas, on ne sait pas quoi faire. Et pour agir, il faut comprendre. Alors nous, on a mis 3 concepts fondamentaux sur l'intelligence artificielle. On a dit qu'il faut qu'il soit une intelligence artificielle éthique. Et on l'a décliné en 3 différents sujets. Qu'il soit une intelligence artificielle inclusive. Qu'il soit une intelligence responsable. Qu'il soit une intelligence artificielle soutenable. Inclusive, responsable, soutenable. Inclusive. On a eu des cas que des systèmes experts, faits par exemple pour le département des ressources humaines, fait que par des hommes, il excluait complètement, immédiatement, la femme. Et surtout, les gens de couleur. Et on dit, on va dire, Microsoft, pour ne pas parler. Alors quand j'ai dit inclusive, et c'est là la grande bataille qu'on cherche de faire, d'avoir de plus en plus de femmes qui se mettent dans les nouvelles technologies. Art et métier. J'aimerais voir au moins 50% des femmes là-dedans. Inclusive. Responsable. Responsable parce qu'il doit être quelque chose qui met au cœur de toute l'activité l'humain. Si elle est fait pour des fins qui ne sont pas pour améliorer l'homme, il ne m'intéresse pas. Il faut éviter ça. Il faut se battre contre ça. Soutenable. Si on a une consommation d'énergie, ChatGPT beaucoup d'autres, qui est capable de demander une quantité d'énergie qui va au-delà de ce qu'on est soutenable, il faut l'éviter. Et on pourrait me dire, mais tu es contre le progrès. Mais quel progrès si on va détruire notre écosystème? Et je vous invite à réfléchir, et je voudrais vous laisser avec ces 3 points. Une IA éthique. Une IA qui soit inclusive, homme, femme, noir, blanc, n'importe, inclusive. Responsable, avec au centre l'humain, et soutenable. Et pour mettre ça au centre d'un grand débat, pas seulement européen, mondial, j'ai créé à Cannes le World AI Cannes Festival. C'est un grand événement qui, tous les années, a lieu au Palais des Congrès et Festival de Cannes. La prochaine édition sera le 9, 10, 11 février. Si vous avez la possibilité, vous êtes invités à venir pour débattre de l'intelligence artificielle, de l'éthique de l'intelligence artificielle. Et je vois qu'heureusement, de plus en plus, beaucoup de gens commencent à comprendre qu'il ne faut pas que parler d'intelligence artificielle. Il faut la décliner dans les 3 différents termes que je vous ai donnés. Il faut agir pour ça. Comprendre pour agir. Bonne chance. Un grand merci à Marc Colombi. Merci beaucoup.
ce message fort. On profite pour remercier aussi le Bureau Métropole d'avoir invité Marco ce matin et de nous avoir permis ces échanges très riches. Merci encore. Bonne journée à tous et à tous. Et puis voilà, vous avez toute la vie devant vous. Une vie non pas artificielle mais bien réelle. Une musique pour votre intelligence.